c'est parti pour 28 km et demi jusqu'à El Ganso. Et la meseta est terminée et je suis bien content. Devant moi, il y a quelques collines. Après, ce seront les montagnes galiciennes. Bon, aujourd'hui, je pars un petit peu tard. Donc, il y a déjà pas mal de monde devant. Salut les gars. Alors, le clocher de l'église est assez particulier. Alors, il y a une plaque qui dit que ça a été construit en 1987, restauré en 2000. Ce qui veut dire que soit ça s'est dégardé très vite, soit les dates sont fausses. Oh oui, vas-y, mets plein de bave sur mon téléphone, ça me fait plaisir. Alors, contrairement aux ânes qui ont tendance à vouloir manger les téléphones, les vaches préfèrent lécher les téléphones. Voilà, c'est malin, maintenant il va falloir que je nettoie mon téléphone. C'était la minute vache de cette étape. Ah, ça faisait longtemps. On se croirait presque du côté du Colorado provençal. Même si les couleurs sont pas aussi soutenues que du côté du Luberon. Il n'y a pas à dire, c'est quand même moins monotone que les jours précédents. Même si là, c'est un champ labouré tout plein. Il va bientôt être l'heure de la pause café. Alors ça, c'est un coin sympa. Et là, donc, on arrive après la Casa de los Dios. Et avant de redescendre sur San Joe, tu as la croix de Santo Toribio, premier évêque d'Astorga au 5e siècle. Et une Alors j'entame ma descente sur Astorga. Et la voix que vous avez entendue précédemment, c'est celle d'un journaliste radio qui fait le chemin de Compostelle et qui fait un podcast. Voilà, donc je me suis retrouvé à côté de lui et ma foi, la discussion était bien sympathique. Porque soy un peregrino y que voy por el camino.
côte. Astorga, perché sur ses murailles. C'est pas tout ça, mais il va peut-être falloir continuer notre série sur la guerre d'indépendance espagnole. Mais pour ça, on va commencer par une guerre qui s'est déroulée en 1801 entre l'Espagne et le Portugal. C'est la guerre des Oranges. Ouais, la guerre des Oranges. Et j'ai une petite faim. Donc on verra la guerre des Oranges tout à l'heure, après Astorga. Et j'avais oublié ce que c'était qu'une vraie côte. Pause omelette. Ça fait un peu château de Disney. Bien, après cette pause omelette, revenons à la guerre d'indépendance espagnole. On va commencer en 1796 avec le traité de San Ildefonso. Depuis 1796 et les traités de San Ildefonso, la France et l'Espagne sont alliées face à l'Angleterre. L'Espagne voit en effet ses lignes de communication avec les Amériques menacées par la flotte anglaise. Et Napoléon, c'est Napoléon. Il veut défoncer les Anglais. Et Napoléon veut compléter le blocus contre l'Angleterre, et en particulier en brisant la vieille alliance entre le Portugal et l'Angleterre. La pression sur le Portugal augmente après sa participation à la destruction de l'armada espagnole en 1797 par notamment Nelson. Et un second traité d'Ildefonso est signé en 1800 qui renforce un peu plus les liens entre la France et l'Espagne. Les deux pays finissent par signer la convention d'Aranjuez qui débouchera sur la rédaction d'un ultimatum au Portugal le 29 janvier 1801, enjoignant le Portugal à se défaire de sa vieille alliance avec l'Angleterre, à céder des territoires à l'Espagne et à verser à la France et l'Espagne des dommages de guerre. En cas de refus de ces conditions, l'Espagne envahirait le Portugal, la France s'engageant à l'épauler au moyen d'un contingent de quelques milliers d'hommes. Bien entendu, le Portugal refuse, et en mai 1801, l'Espagne envahit le Portugal. La France envoie bien les hommes, mais la guerre sera si rapide qu'ils n'auront même pas le temps d'intervenir. Le Portugal tente bien de résister, mais il est rapidement débordé, et qui plus est, abandonné par son allié anglais, qui semble être en train de négocier la paix avec la France. Ah ben bravo! On comprend pourquoi on vous appelle la perfide Albion. La suite, après la section de ligne droite, en plein vent. M'énerve ce vent.
Le Portugal signe la paix en juin, mais le traité n'étant pas assez dur pour le Portugal aux yeux de Napoléon, un second traité beaucoup plus contraignant sera signé en septembre 1801. Dis donc mon petit Napoléon, je te signale que pendant que les Espagnols faisaient tout le boulot, tes soldats français étaient en train de traîner dans les bars à tapas. Ah, c'est pas joli joli. Donc à ta place, je la ramènerai pas trop. Tout semble aller pour le mieux. Napoléon a obtenu ce qu'il désirait. Il vole de succès en succès et consolide son pouvoir. Enfin, de succès en succès, n'exagérons rien. Parce qu'en 1805, à la bataille de Trafalgar, l'armada franco-espagnole subira une défaite cuisante face à l'amiral Nelson. Et là, comme il reste une longue ligne droite en légère montée, qu'en plus j'ai le vent de face, je vais voir si je peux aller jusqu'à 1807 avant d'arriver. Durant ce conflit dit guerre des Oranges de 1801, le Portugal perdit notamment la ville d'Olivense, qu'il revendique encore toujours à l'heure actuelle. Pourquoi parle-t-on de guerre des Oranges à propos de la guerre de 1801 entre l'Espagne et le Portugal? Eh bien, paraît-il que Manuel Godoy, qui dirigeait les troupes espagnoles, cueilli après la victoire des Oranges, qu'il envoya à la reine d'Espagne, qui, paraît-il, était alors sa maîtresse. Allez, petite pause juste avant Santa Catalina de Somoza. Il va me rester peut-être un peu moins de 5 km à faire. Je vais traverser le petit village de Santa Catalina de Somoza. Bien vous avouer que j'ai hâte d'arriver parce que les 5 derniers kilomètres là ont été très pénibles avec le vent. C'est pas tant la montée qui est embêtante, c'est ce ronde-tu de jus de vent. Je me croirais presque revenu dans l'Aubrac. Qu'est-ce qui va conduire l'Espagne et la France, pourtant alliées depuis 1796, à se faire la guerre à partir de 1807? Eh bien, nous verrons ça demain, en espérant qu'il y ait moins de vent. Elle en finit pas cette étape. Pourtant, elle est moins longue que celle d'hier, mais elle en finit pas quand même. Ceci étant dit, le paysage est tout de même plus sympa. Donc, ceci compense cela. J'aimerais bien arriver quand même. Ah, bah quand même. Enfin, des maisons et un clocher. Alors, je vais bientôt arriver à El Ganso. Et c'est pas trop tôt. Alors,
là, c'est à vendre. C'est le genre de petit village qui survit grâce au chemin. Hey! I left quite late this morning. Je viens de croiser nos deux vikings suédois qui sont partis à 5h30 ce matin. Et normalement, on devait aller à l'auberge Gabino ici, mais a priori, après ce qu'ils viennent de me dire, l'auberge Gabino est fermée. Alors que j'ai eu le gars au téléphone hier. Donc il faut que je trouve un vieux bonhomme sur la droite dans cette petite rue. C'est le jeu de piste de cette étape. Alors le propriétaire de l'auberge où j'avais réservé est malade. Du coup, l'auberge est fermée, mais tous ceux qui avaient fait une réservation l'ont appris en arrivant. Et j'ai trouvé ça juste à côté, grâce aux deux vikings. Donc là, c'est mon lit, c'est le dernier qui reste. Et là-bas, c'est les autres. Et ça me plaît carrément mieux. C'est cool. Pas fâché d'être arrivé. Fin de cette étape de... Tiens, j'ai pas regardé, je vais regarder. 30 km. J'étais parti pour 28,5. Donc, fin de cette étape de 30 km. Les 5 derniers kilomètres, je les ai trouvés longs quand même. Voilà, demain, étape de 24 km et demi, normalement, jusqu'à El Acebo, avant une journée de repos à Ponferrada. En attendant, je vais nettoyer mes chaussettes, manger un peu, peut-être manger avant de nettoyer les chaussettes, ce sera mieux. Et puis je vais essayer de rendre plus compréhensible la série sur la guerre d'indépendance d'Espagne, dont l'enregistrement est rendu difficile par le vent incessant. Voilà, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.